Donc Sherlock Holmes est une fiction continue depuis 1887, donc on compte plus les adaptations et les œuvres qu'il a influencées. Et la série anglaise Sherlock est une de ces adaptations et elle date de 2010. Donc elle s'inspire librement du détective londonien en le plaçant dans notre monde contemporain et en usant des nouvelles technologies pour résoudre ses enquêtes. Donc en actualisant l'univers fictionnel, la série a su susciter un fort engouement auprès d'un public de jeunes adultes. C'est encore aujourd'hui une des plus grandes sources de fanfiction sur les sites de référence que sont fanfiction.net et Archive of Our Own. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une sous-catégorie de fanfiction, donc le slash. Le slash, c'est une fiction qui met en scène une relation amoureuse qui n'existait pas dans l'œuvre d'origine. Et le terme a connu en tout cas un glissement sémantique et désigne aujourd'hui les relations homosexuelles et plutôt les relations homosexuelles masculines. C'est un genre qui intéresse pratiquement exclusivement les femmes hétérosexuelles et bisexuelles. Ce sont donc des textes qui parlent des hommes et de leur sexualité, mais qui sont écrits par et pour des femmes. Donc je vous propose de voir de quelle manière les slash de la série Sherlock jouent avec le genre et la sexualité. Nous verrons comment le politique s'insinue dans ces textes en cherchant à comprendre ce que l'écriture du masculin fait pour ces jeunes femmes qui sont à la fois autrices et lectrices. Donc je propose, je vais proposer mon corpus. Mon corpus comprend différents textes anglophones et francophones qui ont été écrits entre 2010 et 2017. Il existe une telle variété de fanfiction que j'ai jugé bon, compte tenu du temps limité, de réduire le champ de mon analyse aux fictions classées comme explicites et matures et qui mettent en scène uniquement les deux personnages principaux, Sherlock et John. Je propose de faire un petit point vocabulaire, juste pour qu'on soit tous au même niveau. Donc les Sherlockians, c'est les membres de la communauté autour de la série. Le canon, c'est le contenu de l'œuvre d'origine, donc ici la série Sherlock et dans une moindre mesure les œuvres de Doyle. Le fanon donc, comprend les éléments absents du canon qui ont été inventés par les fans et qui sont devenus des lieux communs pour la communauté. Shipping, c'est des dérivés du mot relationship, qui désigne les relations amoureuses imaginées par les fans. Les John Locke, c'est le mot-clé qui désigne les relations entre John Watson et Sherlock Holmes. Et les fan arts sont les productions artistiques des fans, donc c'est tout ce qu'on va voir sur ce diaporama. Voilà. Donc maintenant, parlons un peu plus du contenu de ces textes. Mon premier point porte sur l'ambiguïté des genres des personnages. Donc dans la très grande majorité des slash, l'introspection est centrale dans le récit. Les pensées, l'analyse des sentiments, la remise en question, les doutes, les peurs, le désir, etc. C'est ce qui va prendre le plus de place dans les récits. Les personnages bénéficient des qualités émotionnelles qu'on attribue traditionnellement aux femmes, donc l'introspection, je l'ai dit, mais aussi les larmes, l'empathie, le care, la communication de leurs émotions. Donc notre modèle normatif de masculinité veut encore que les hommes soient dirigés par la raison et soient donc capables de contrôler leurs émotions. Mais Sherlock et John, eux, sont soumis à leurs émotions et à leurs sentiments, et ils vont surtout les formuler. Donc de ce point de vue-là, ils dérogent au modèle en ne répondant pas aux injonctions sociales. Les autrices, elles ne peuvent bien sûr pas prétendre refléter la réalité, puisqu'elles peuvent qu'imaginer une relation entre hommes et les pensées qui les habitent. Elles mettent également beaucoup d'elles-mêmes dans l'écriture des protagonistes. Et ces deux éléments font que leurs personnages ne sont ni vraiment de genre masculin, ni vraiment de genre féminin. C'est plutôt un mélange de ce qu'elles sont, de ce qu'elles aiment et désirent, avec un mélange aussi avec ce qu'elles imaginent du genre masculin, mais aussi ce qu'elles souhaiteraient qu'il soit. Donc une sorte de troisième genre fantasmé qui cumulerait les qualités socialement attribuées au masculin et au féminin. Et cette ambiguïté, elle se manifeste aussi dans la description des personnages. Donc le corps des acteurs de la série sont très souvent transformés par l'écriture. Donc dans les slash, Benedict Cumberbatch, qui est l'acteur qui joue Sherlock, voit la particularité de ses traits accentués. Donc il devient une figure androgyne, une étrange et magnifique créature aux traits féminisés. Son corps est transformé par le désir de celui, et aussi de celle, donc, qui regarde. Quant à l'acteur Martin Freeman, il est généralement rajeuni dans les slash et il se voit bénéficier d'une musculature plus marquée, d'un bronzage doré et d'une pilosité réduite et d'un corps qui est décrit comme rassurant. Les fanarts sont généralement quand même plus proches du corps des acteurs. C'est probablement parce que le prisme du regard désirant est atténué. Dans les représentations picturales, il faut que les corps restent un minimum crédibles aux yeux du public, alors que l'imagination autorise presque tout à l'écriture.
Donc on peut supposer que la féminisation d'un des personnages est une manière de remettre de l'hétérosexualité dans l'homosexualité, ou une manière en tout cas de favoriser l'identification des slasheuses. On peut aussi émettre l'hypothèse que ces corps sublimés sont rassurants pour ces jeunes femmes. Donc elles ont en moyenne entre 18 et 24 ans, elles sont donc dans les débuts de leur vie sexuelle, ou alors elles s'en approchent. Donc ces corps plus délicats, plus féminins, peuvent donc avoir quelque chose de moins menaçant qu'une virilité exacerbée tout en poils et en muscles. C'est une hypothèse. Mais il semble tout de même que la principale raison de cette sublimation des corps, c'est le plaisir des yeux, tout simplement. Quitte à s'investir dans l'écriture d'un slash, autant en profiter et créer des personnages beaux et désirables. Et visiblement, les caractères féminins jouent un rôle dans l'attractivité. Mais les rôles sociaux et les qualités des personnages ne sont pas figés dans les slashs. Si on s'aperçoit parfois qu'un des personnages fait la femme dans le couple, c'est loin d'être toujours le cas. Donc ainsi, le personnage de John, qui est souvent décrit en tout cas comme étant le plus viril physiquement, est dans certaines fictions celui qui est le plus en demande de la présence rassurante et masculine de Sherlock. Il est aussi celui qui prend généralement en charge le foyer domestique et les soins médicaux, donc ce qui va toucher au care. Et au sein d'une même fanfiction, on remarque que la dynamique de la relation et les qualités genrées peuvent très bien s'inverser sans le moindre problème. Donc il y a donc une véritable fluidité dans l'identité et les rôles sociaux. En étudiant les profils des slasheuses, on remarque que les autrices qui se sont essayées à la fanfiction étant jeunes ont souvent commencé par l'écriture de fanfiction romantique hétérosexuelle, pas forcément dans les mêmes fandoms d'ailleurs. Puis, les années passant, elles se sont intéressées au slash. On peut également constater qu'il y a une évolution dans l'écriture. Certaines slasheuses deviennent beaucoup plus aventureuses dans l'expérimentation en grandissant. Leurs premières fanfictions sont souvent chastes et parfois un petit peu candides. Puis, elles s'intéressent petit à petit à des thèmes et à des situations plus audacieuses, moins conventionnelles et surtout beaucoup plus explicites. Elles parlent d'asexualité, de travestissement, de sadomasochisme ou de polyamour. Mais elle touche aussi à des problématiques plus sérieuses et plus controversées comme la prostitution, la violence psychologique, le viol ou l'inceste. C'est toute une exploration des marges, des tabous et des interdits. Donc on peut y voir un véritable rite de passage où ces jeunes femmes jouent avec le corps des hommes pour apprivoiser leurs désirs sexuels en explorant les marges de la norme. Mais elles y désamorcent aussi peut-être des peurs comme le viol, voire même peut-être les utilisent comme catharsis pour surmonter leur propre traumatisme. C'est encore une hypothèse. Voilà, donc une question subsiste quand même, c'est où sont les femmes dans tout ça, dans les slashs. Dans les slashs, les femmes, elles sont généralement secondaires, voire même absentes. Quand elles existent, il est très rare qu'elles aient droit à un petit peu d'épaisseur romanesque. Les personnages de femmes créés par les autrices servent généralement soit à l'intrigue policière, donc elles vont être victimes, coupables ou témoins, soit à l'intrigue amoureuse, mais alors comme rivales. Donc ce sont ces personnages-là en tout cas, celles dont les descriptions sont les plus négatives. Physiquement, elles sont souvent coupables d'être trop féminines, donc maquillées à outrance, odeur de parfum écœurante, vêtements considérés comme aguicheurs, etc. Elles sont souvent présentées comme bêtes, superficielles et même sournoises. Elles sont souvent, en tout cas c'est très caricatural. On n'est vraiment pas loin de la figure de la femme fatale du 19e siècle. Donc alors pourquoi ce traitement des personnages féminins ? Donc une partie de l'explication, elle est selon moi narrative. La relation entre les héros a besoin d'adversité. Le récit a besoin d'un élément perturbateur pour exister, donc c'est un ressort dynamique assez classique, un ressort dramatique assez classique. Et ici, ce sont souvent les femmes qui endossent ce rôle, mais pas toujours. Mais une part de l'explication réside très probablement dans la misogynie de notre société qui a été inconsciemment intégrée par les autrices. Donc elles reproduisent ce qu'elles ont l'habitude de voir ou de lire. Je pense aussi que la série a une part de responsabilité, notamment pour l'invisibilité des femmes dans le slash. Les personnages féminins originaux ne sont pas très attractifs pour un public de jeunes femmes. Ils ne sont pas vraiment écrits pour inspirer l'intérêt, le respect, ou l'empathie, ou même l'identification. Donc dans la série, ce sont plutôt les héros masculins qui sont les plus fascinants et les plus attachants. Je pense que c'est d'ailleurs en partie pour cela qu'il est plus intéressant pour les slasheuses de les mettre en couple ensemble plutôt qu'avec une femme du canon. Ce sont eux, en tout cas, qui ont le plus grand potentiel romanesque. Donc parlons maintenant de l'écriture des pratiques sexuelles. Donc même si les slashs ont une grande variété d'intrigues, on peut malgré tout identifier des lieux communs quand il est question de sexualité. Donc dans la très large majorité des récits, on retrouve la même chorégraphie sexuelle à quelques variations près.
Donc la communauté, elle partage le même vocabulaire, convoque les mêmes métaphores et les mêmes termes pour décrire les corps masculins et leur appareil génital. De même, elle partage un canon autour de la sexualité avec ses rituels. Ce que l'on nomme, peut-être à tort, les préliminaires sont très souvent longuement développés. Donc il n'y a pas de pénétration non plus à chaque relation sexuelle, mais pratiquement dans chaque fanfiction. Pour beaucoup de fans, celle-ci semble être le but ultime à atteindre dans la relation. Donc elle est souvent différée pour être mieux appréciée par la suite. La pénétration apparaît souvent comme l'aboutissement de la relation amoureuse, son point culminant en quelque sorte. Certains slash s'intéressent uniquement à la partie sexualité de la relation. Et ils ont d'ailleurs pour mots-clés les PWP, soit plot, what plot. Donc autrement dit, ce sont des fictions sans véritable histoire. Elles démarrent sur une scène banale du quotidien et la relation sexuelle démarre sans autre forme de préambule. Donc il n'est pas du tout question ici de parler de sentiments ou de faire de l'introspection. Il s'agit juste en tout cas de contenter une soudaine pulsion sexuelle. Donc c'est vraiment de la pornographie. Les sensations ressenties pendant l'acte sexuel sont également décrites de la même manière. C'est toujours un feu d'artifice de sensations presque indescriptibles, un mélange de plaisir et de sentiments amoureux, ou en tout cas au minimum d'intimité. Donc à chaque fois, il y a éjaculation et orgasme à la fin. Les slash qui mettent en scène une relation sexuelle fade ou sans grand plaisir ou s'essoufflant sur la durée sont vraiment très anecdotiques. Le sentiment amoureux a également une place prépondérante dans le récit de la relation sexuelle. Il semble même être la raison pour laquelle les sensations sont décuplées. Le couple est vraiment mis sur un piédestal, idéalisé, et toutes les autres relations, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles, ne peuvent pas égaler un tel bonheur. Donc c'est une reconduction du stéréotype des âmes sœurs. On voit d'ailleurs très bien que pour la majorité des récits, le but, quand il n'est pas déjà atteint en tout cas, c'est la relation monogame de longue durée. Et cette relation dans les slash, elle est souvent entérinée par un mariage ou l'arrivée d'un enfant. Donc les modèles amoureux et familiaux normatifs sont très souvent reconduits. Donc cette écriture, elle a fait école au point que ces schémas se transmettent et se reconduisent au sein même de la communauté. Donc à force de lire des slash contenant ces chorégraphies sexuelles, les autrices finissent par adopter le modèle, faute, j'ai déjà dit, de savoir ce qu'il en est vraiment dans la réalité. C'est le savoir fantasmé créé par la communauté qui va pallier à cette ignorance de la sexualité entre hommes. Mais certaines autrices, conscientes de la récurrence des schémas sexuels et plutôt lassées de lire toujours les mêmes histoires, vont s'essayer à d'autres types de récits. Donc certaines vont essayer d'ajouter un petit peu de réalisme dans les relations en parlant des premiers inconforts, des maladresses, des situations cocasses ou des acrobaties ratées. D'autres vont aller plus loin en expérimentant des pratiques sexuelles moins attendues. Certaines fictions vont également parler de viol. Dans les John Locke, les violences sexuelles ont généralement lieu hors du couple, donc pas de viol conjugal. Quand ces scènes sont racontées, on voit très vite que ce n'est pas, comme dans la pornographie masculine, pour susciter l'excitation. Au contraire, les scènes sont vues à travers le regard de la victime et de ses émotions. Donc ce qui intéresse les autrices, ce n'est pas le viol en lui-même, mais plutôt comment le personnage va se remettre de cette agression par la suite. J'aimerais maintenant parler de la réception des slash à l'extérieur de la communauté. Donc la nature même de la fanfiction lui donne une dimension subversive. Donc elle redistribue les positions artistiques et elle désacralise l'œuvre. Donc à l'extérieur de la communauté, elles sont déjà mal perçues. Mais les réalisateurs, les scénaristes et les acteurs de la série ont visiblement choisi d'adopter une position d'acceptation de ces braconnages de fans, donc selon l'expression de Jenkins, et vont même jusqu'à les encourager. Donc les acteurs mis face au slash lors d'interviews saluent le talent des fans. Les scénaristes vont cultiver les ambiguïtés et les sous-entendus entre les héros dans la série. Donc le but est bien entendu de créer une relation forte avec les fans en faisant du fanservice. Mais la série, elle va aller plus loin en donnant un rôle aux slasheuses dans un épisode. Donc au début de la saison 3, Sherlock est supposé mort. Donc une communauté de fans va se créer autour de l'idée que le détective aurait simulé son suicide. Et les fans vont se retrouver pour partager leurs théories, pour essayer de supposer, enfin en tout cas, comment Sherlock aurait pu survivre à sa chute. Et une de ces théories est un scénario de slash. Alors... Donc voilà, donc c'est intéressant, hein, ce personnage-là, c'est Anderson, c'est celui qui a créé la communauté. Et donc c'est l'homme blanc hétérosexuel qui est révulsé par ce scénario qui pour lui n'est pas sérieux.
Donc la représentation de la fan, à première vue, elle correspond au cliché. La slasheuse est présentée un peu en marge de la société, qui est indiquée par son style vestimentaire qu'on peut qualifier de gothique, et elle ne correspond pas aux critères de beauté de notre société. C'est en lien avec l'idée que la slasheuse serait frustrée sexuellement parce qu'elle ne serait pas désirable, dans lequel bien sûr on considère qu'une femme obèse ne pourrait pas être désirable. Donc ce clin d'œil aux slasheuses est donc un petit peu terni par les clichés méprisants que l'on a encore sur les fans. Mais je voudrais nuancer cette interprétation en attirant notre attention sur cette actrice. Il s'agit de Sharon Rooney, qui s'est fait connaître en Angleterre grâce à la série My Mad Fat Diary. Elle y joue le rôle de Ray, une jeune fille qui, malgré ses problèmes avec l'alimentation et quelques épisodes dépressifs, a une adolescence assez banale. Elle est notamment omnibulée par les garçons et la sexualité. Donc c'est elle la narratrice dans la série et elle s'adresse au public à travers son journal intime. Donc on connaît tout son désir sexuel qu'elle partage explicitement et avec beaucoup d'humour. Les personnages masculins de la série sont vus à travers le regard désirant de Ray et elle-même suscite sans problème le désir sexuel de son compagnon. Donc cette actrice, elle charrie avec elle cette identité, celle d'une voix de femme exprimant son désir sexuel sans pudeur et très explicitement. Pour moi, donc, c'était un choix d'actrice très intéressant pour incarner les slasheuses. Parlons maintenant des effets et bienfaits du slash pour ces jeunes femmes. Donc, un des premiers effets, selon moi, est la construction d'un groupe d'appartenance autour d'une identité valorisante. Donc, l'image que les Sherlockiennes ont d'elles-mêmes, mais aussi celle qu'elles renvoient, est positive. Donc, si on s'intéresse bien sûr à elles, sans préjugés, hein. Ce que mettent en évidence les fanfictions, les fanarts et toutes leurs conversations sur les Tumblr, ce sont les qualités de ces jeunes femmes. Et certaines de ces qualités sont traditionnellement accordées plus facilement aux hommes. Elles ont notamment du talent et elles sont compétentes, que ce soit en pratique artistique, en écriture ou en nouvelles technologies. Elles ont également beaucoup d'humour et elles ont une curiosité pour la sexualité. Et c'est notamment à ce niveau-là que je trouve le slash intéressant. Parce que le slash met en scène le désir sexuel des femmes. En vérité, il n'est absolument pas question d'homosexualité dans les slash, ou en tout cas pas vraiment. Les autrices, elles parlent d'elles et de leurs désirs. En soustrayant les corps féminins de l'équation amoureuse et sexuelle, les slasheuses, elles vont libérer leurs fantasmes. Elles n'ont pas à se soucier de la véracité de ce qu'elles écrivent, et elles sont libérées également des enjeux politiques qui entourent le corps des femmes. Le but n'est donc pas de représenter une réalité. Le plaisir des slash, je pense, réside en partie dans le fait qu'il est invérifiable. Il est cantonné au domaine de l'imaginaire et du fantasme où tout est possible. Il y a très peu de productions médiatiques qui répondent aujourd'hui aux désirs des jeunes femmes. Les textes et les images sont créés par et pour le regard masculin. Donc en prenant en charge la production des supports à leurs désirs, les autrices reprennent le pouvoir sur leur sexualité. Donc le désir qui est mis en texte et en image est un désir qui refuse de correspondre aux attentes et aux représentations d'une société patriarcale qui voudrait que la sexualité féminine soit douce et dénuée de vulgarité. Les slash sont peu pudiques, on l'a vu, hein, ils n'ont pas peur des mots et ils peuvent être violents. Donc si le slash est tant aimé des femmes et si détesté des hommes, et même de certaines femmes, hein, bien sûr, c'est probablement parce qu'il donne le pouvoir aux femmes. Leurs corps ne sont plus sous le contrôle des hommes. Les rôles sont inversés, les femmes deviennent créatrices et les hommes créatures. Et les hommes expérimentent à leur tour le sentiment désagréable d'être perçus comme des objets sexuels. Donc les slasheuses, elles ne se contentent pas de protester contre les modalités et les représentations de la culture patriarcale, elles vont les réécrire. Donc les violentes réactions que le slash suscite mettent en évidence la peur de certains hommes de voir un renversement de pouvoir. Donc pourquoi ces femmes aiment-elles tant voir des hommes être pénétrés? Est-ce qu'elles veulent nous faire ça? Dans une société où la pénétration est encore perçue comme un rapport de pouvoir, le slash a de quoi effrayer certains. Néanmoins, je souhaiterais apporter un petit peu de nuance. La charge subversive du slash, elle a ses limites. J'ai déjà souligné, un certain nombre de fictions reconduisent une norme hétérosexuelle et monogame et parfois une certaine misogynie. Donc l'écriture est influencée, voire même censurée par ces normes intégrées. Je rejoins également les positions de Claire Cornillon et Sébastien François sur l'intention politique des fans. Certaines cherchent délibérément à repenser les modèles et les représentations, mais pas toutes. Henry Jenkins dit d'ailleurs sur ce point, les lecteurs ne sont pas toujours résistants et toute lecture résistante n'est pas forcément progressiste. Donc je pense qu'il faut rester prudent quant aux intentions qu'on prête à ces jeunes femmes. Elles ne forment pas un groupe aussi uniforme qu'il peut le sembler au premier abord.
Et enfin, les slasheuses sont d'une certaine manière isolées de la grande communauté des Sherlockiennes, et ce à cause de leur goût pour le slash. Cette mise à l'écart au sein même de la communauté, elle limite doublement la portée que pourraient avoir leurs textes. Ce sont des discours qui sont enfermés dans un coin de la communauté et qui sont donc peu entendus et parfois délibérément. On ne veut pas savoir ce qu'elles font. Mais malgré tout, et je vais terminer là, le slash reste selon moi un contre-discours particulièrement intéressant face à une culture hégémonique. Le slash dérange parce qu'il étale au grand jour des fantasmes féminins qui ne correspondent pas aux attentes de la société et parce qu'il façonne de nouveaux modèles de masculinité. Mais c'est surtout un empowerment pour ces jeunes femmes qui vont se fédérer autour de leur désir sexuel. Et voilà.